Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, le 9e, pour vous donner quelques conseils en matière de constitution de bureau de vote. Alors, on est quasiment au jour X, le premier jour X c'est le 9 février, donc on est vraiment tout proche de la période la plus significative en matière d'élection sociale. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que, dans le langage courant, lorsqu'on entend durant la période d'élection sociale, on parle de bureau de vote. Mais le bureau de vote ne recouvre pas nécessairement les mêmes réalités. Tout d'abord, on y pense de manière tout à fait concrète et matérielle, on pense à la localisation physique, là où l'on va les voter, le bureau de vote, ça c'est une première chose. Il y a une deuxième acception, c'est le bureau de vote juridique en tant que collège électoral. Donc, vous savez, vous ne le savez pas, mais il est nécessaire pour chaque procédure d'avoir un collège électoral et un bureau de vote, un bureau électoral. Alors, ça veut dire effectivement que ça peut multiplier de manière assez importante le nombre de bureaux de vote. Et, par exemple, on a des ouvriers qui forment un collège électoral. Ils auront à élire, par exemple, les gens au comité, et on a un bureau de vote électoral, un bureau de vote pour cette catégorie de personnes-là. Alors, il est vrai que dans certaines circonstances, quand, par exemple, on a moins de 25 travailleurs côté ouvrier, eh bien, qu'on en arrive à faire un collège électoral commun. C'est quelque chose alors où il y a confusion du bureau de vote. Les personnes qui composent le bureau de vote sont les mêmes pour les ouvriers et pour les employés. Donc, les personnes, à ce moment-là, portent la double casquette vis-à-vis de la catégorie ouvrier et vis-à-vis de la catégorie employé. Une troisième signification, troisième notion qu'on peut avoir, c'est les personnes qui composent effectivement le bureau de vote, donc la petite communauté humaine qui se crée le jour où on va procéder au vote. Ça peut être parfois sur une journée entière, et effectivement, il y a des personnes qui se sont aussi engagées à suivre et à faire en sorte que les élections, le vote se passe bien. Alors, le bureau de vote est composé de plusieurs personnes, 6 en tout, sans compter évidemment les suppléants, puisque tant le secrétaire que le président du bureau vont avoir un suppléant qui interviendrait si jamais le président ou le secrétaire, puisque je l'ai déjà évoqué, venait à défaillir le jour où on vote, eh bien, cette personne va intervenir du président en titre ou du secrétaire en titre. Alors, le président, lui, il est désigné par le conseil d'entreprise ou par le comité de prévention de protection au travail. Ça doit se faire au plus tard au jour X plus 40, donc on va, vous avez quelque part encore un peu de temps. Mais faites quand même attention quand vous prévoyez de désigner le président au travers du comité ou du conseil, évidemment, de ce que il pourrait être intéressant pour vous, au travers d'un accord avec les représentants, et de manière unanime avec les représentants du conseil et du comité, pour essayer d'optimiser les bureaux de vote physiques. Et que donc, il faut évidemment déjà envisager ça, parce que, voilà, on pourrait avoir, sur base de cet accord, un seul président, par exemple, pour toutes les procédures qui auront lieu pour le comité. C'est un exemple, il y a d'autres combinaisons possibles, évidemment. Alors, s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ni de comité pour désigner le président, ce sera l'employeur qui le fera en accord avec la délégation syndicale. Ce président doit faire partie du personnel, et quand on dit ça, ça veut dire que ça ne peut pas être un indépendant, donc ça ne peut pas être quelqu'un qui agirait au travers d'une société de maintenance. Et donc, cette personne-là sera, la plupart du temps, et pourrait certainement l'être, la plupart du temps, ce sera une personne qui aurait été choisie dans les niveaux de direction 1 et 2.
Est-ce que c'est toujours conseillé d'aller choisir dans ces personnes-là? Ça dépend un peu de personnes, dans la mesure où, éventuellement, les travailleurs pourraient avoir peut-être une méfiance, c'est un grand mot, mais enfin avoir une réserve par rapport à une personne qui appartient à des niveaux de direction. Alors, le président ne peut pas être candidat, hein, ça va de soi qu'il ne peut pas être jugé parti, hein, on entend de lui quand même une certaine neutralité, et il ne doit pas nécessairement être électeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut choisir parmi les gens qui n'ont pas le droit de vote, et en l'occurrence, les deux niveaux de personnel dirigeant. Si, lors de la désignation du président, il y a un désaccord, eh bien, on fera intervenir l'inspecteur chef du district de la direction du contrôle des droits sociaux pour concilier et trouver une solution. Notez que c'est bien le directeur, donc l'inspecteur chef du district, qui est compétent et pas le juge, puisqu'il y a des décisions de jurisprudence qui prévoient de renvoyer la décision finale à l'inspecteur chef de district, et ce n'est pas le juge qui prend cette place-là. Alors, le président, il doit avoir quand même une certaine autorité, puisqu'il va régler aussi la discipline au sein du bureau de vote. Donc, voilà, on choisira bien en préférence quelqu'un qui, je dirais, qui est connu ou qui a une certaine notoriété au sein de l'entreprise, pour être aussi reconnu, si j'ose dire, des gens qui rentrent dans le bureau de vote. Et il doit, de préférence, avoir quand même la confiance des travailleurs, donc que les travailleurs se disent, oui, voilà quelqu'un de neutre auquel je peux accorder ma confiance, les choses doivent bien se passer au niveau des élections. Donc, le président a un rôle, je dirais, de gestion et d'autorité au moment au moment des votes. C'est lui qui prendra aussi certaines décisions en cours de procédure de vote. À côté du président, quelqu'un qui n'en est pas moins important et qui sera désigné par lui, a priori, c'est un choix autonome du président, c'est le secrétaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi un suppléant, c'est le secrétaire, et le secrétaire a vraiment un rôle de cheville ouvrière au niveau de la procédure de vote, puisque c'est lui qui va vérifier, surveiller et gérer le bon déroulement administratif de la procédure du vote. Donc, quelqu'un qu'il faut choisir avec discernement, puisque c'est quelqu'un qui va être vraiment très utile pour la procédure en son ensemble, mais pour le président lui aussi, hein, puisque c'est un peu en quelque sorte son bras droit. Alors, contrairement au président ici, le secrétaire doit appartenir à la catégorie pour laquelle on vote, hein, au collège électoral qui se présente devant le bureau pour voter. Il ne peut pas être candidat pour les mêmes raisons que le président, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une neutralité de la personne par rapport aux opérations de vote, et il doit faire partie des entreprises, donc il est sous contrat de travail avec l'entreprise ou l'unité technique d'exploitation, puisqu'évidemment le vote peut se passer pour ces deux niveaux, enfin pour ce même niveau en réalité, mais ces deux niveaux de détermination des organes. Son rôle donc, effectivement, essentiellement un rôle administratif, c'est vrai, un rôle aussi en termes de calcul, donc c'est vraiment la personne, c'est la cheville ouvrière, je ne peux pas vraiment dire mieux, c'est la cheville ouvrière. Faites attention qu'il existe une décision de jurisprudence dans laquelle on avait confondu l'état de bulletin de vote pour le comité et l'état de bulletin de vote pour le conseil. Eh bien, il y a des bulletins qui se sont glissés l'un dans l'autre, et comme le scrutin a été très serré, eh bien, on a considéré que la procédure de vote avait été incorrecte, irrégulière, et donc l'employeur a été condamné à recommencer à partir de X plus 80, donc la convocation. Donc, voilà, avoir de l'ordre et de la méthode ce jour-là, certainement si la passion s'empare tant des candidats que des électeurs, essayer de garder la tête froide durant les opérations de vote. À côté du président, du secrétaire, eh bien, on a 4 assesseurs. Ils sont normalement désignés par le conseil ou par le comité. Si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est le président qui procède à la désignation des assesseurs. Notez que c'est aussi comme lors des élections législatives, si dans les assesseurs qui ont été désignés,
on a des absents, eh bien on prendra les premiers votants qui se présentent. Donc, parfois, la réticence d'arriver trop tôt à l'ouverture du bureau pour ne pas devoir être désigné comme assesseur. Alors, ces assesseurs doivent appartenir à la catégorie pour laquelle on vote. Ils ne peuvent pas être candidats pour les mêmes raisons que le secrétaire et le président et doivent faire partie de l'entreprise. Alors, est-ce qu'ils ont un rôle aussi défini que le secrétaire et le président? En réalité, non. Mais ils sont clairement là pour, je dirais, pour aussi attester du bon déroulement de la procédure. Ils sont aussi là pour, et on peut leur donner des tâches, par exemple faire l'accueil des électeurs en vérifiant qu'effectivement ils sont bien prévus dans ce bureau de vote-là. Voici, on vérifie son identité, pas nécessairement que sur base d'une carte d'identité, mais on peut le faire sur d'autres documents éventuellement. On peut désigner un ou des assesseurs pour pointer des listes, pour éviter les doublons, pour éviter les confusions sur des votes par correspondance. Quelqu'un qui viendrait voter physiquement alors qu'il a déjà envoyé un vote par correspondance. Donc, pour la bonne tenue des listes, on peut certainement soit occuper un assesseur, soit deux assesseurs à la tenue des listes. Ça peut être assez utile. Et on peut imaginer occuper le quatrième assesseur à rendre la convocation ou rendre la pièce d'identité qui aurait été utilisée durant le vote. Ils sont là aussi pour, je dirais, pour attester et pour donner confiance à l'électeur, d'où l'importance aussi de veiller à répartir assez correctement vis-à-vis des différentes catégories ou sites dans l'entreprise les assesseurs. Autre personne qui va intervenir ou qui vont intervenir dans le vote, ce sont les témoins. Alors, le problème avec les témoins, c'est que les textes ne sont pas univoques et que l'on a parlé de désigner des témoins par bureau de vote. Alors, par bureau de vote, c'est très bien, mais est-ce que le législateur a voulu dire bureau de vote physique ou bureau de vote juridique? En ce qui concerne la jurisprudence, elle est plus souple et elle accepte qu'on ait des témoins uniquement par bureau de vote physique. Ceci étant, d'un point de vue purement technique, on peut prendre l'interprétation qu'on a la possibilité de désigner un témoin et un suppléant pour ce témoin par collège électoral. Ça veut dire que ça peut évidemment multiplier de manière assez conséquente, puisque c'est aussi un témoin par syndicat, par procédure, donc ça peut multiplier de manière assez conséquente le nombre de personnes qui seraient présentes ce jour-là. Alors, les syndicats vont communiquer à l'employeur les personnes qui seront témoins, c'est souvent des candidats d'ailleurs, qui sont évidemment intéressés à la chose. L'employeur sera informé à X plus 70 de l'identité des personnes qui seront considérées comme témoins pour les votes le jour Y. Alors, une question évidemment qui revient très fréquemment dans les sessions d'information, dans les questions de nos clients, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire le nombre de bureaux de vote physiques, puisque, comme vous l'avez compris, on a en principe un bureau de vote par collège, par procédure. Donc effectivement, ça peut multiplier de manière assez conséquente les personnes à désigner, à mettre au travail ce jour-là, mettre au travail, j'entends, pour les élections sociales évidemment. Il est possible de conclure des accords au sein du comité ou au sein du conseil pour réduire le nombre de bureaux de vote physiques. Ça veut dire donc que les personnes qui seront présentes n'appartiendront pas nécessairement à la catégorie qui se présente devant eux, et qu'ils vont avoir en réalité juridiquement plusieurs casquettes. Ce sera une même personne physique, mais qui va avoir plusieurs compétences, plusieurs casquettes, et va représenter plusieurs procédures à la fois. Donc ça, c'est une manière de réduire le nombre de bureaux de vote physique, parce qu'effectivement, ça peut aller très loin en termes de nombre de bureaux de vote.
faites bien attention à obtenir l'accord unanime. Hein. Ici, on n'est pas dans l'illégalité, mais on est en dehors de la loi, en dehors de ce que la loi a prévu. Donc faites bien attention à obtenir l'unanimité au sein du conseil ou au sein du comité pour réduire ce nombre de bureaux de vote. Ce qui se passe ici, c'est qu'effectivement, on aura des groupes de travailleurs, un même groupe de personnes qui vont représenter plusieurs bureaux de vote juridiques à la fois. Alors, chose importante aussi, l'horaire du vote, hein, parce que ça détermine aussi l'organisation du vote en tant que tel. Première obligation en tant qu'employeur, certainement, c'est pas l'employeur qui va déterminer les heures, ne faire en tout cas pas tout seul, mais faire attention à ce que les électeurs puissent voter durant leurs heures habituelles de travail. Bien sûr, on conseillera quand même d'éviter que l'ensemble d'une ligne de production ne quitte la ligne de telle sorte que la ligne s'arrête, hein, donc ça ne peut pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais chacun doit avoir la possibilité, durant ses heures de travail, d'aller voter. Alors, si, et c'est une décision de jurisprudence qui nous l'indique, si effectivement on prévoit un vote en dehors des heures de travail, et que l'on prévoit, hein, donc ça c'est une décision au sein de l'entreprise, que l'on prévoit de payer le temps qui sera consacré au vote, eh bien faites attention à bien le communiquer, je dirais, aux travailleurs de manière générale, puisqu'il existe une décision de jurisprudence qui a annulé le vote, annulé la procédure en ce qui concerne le vote. L'employeur n'avait pas communiqué, avait décidé d'effectivement rémunérer les électeurs qui venaient en dehors du temps, en dehors des heures de travail habituelles, mais il ne l'avait pas communiqué. Et donc, le juge estimait que le fait de ne pas communiquer que les heures étaient prestées, ça a fait obstacle au bon déroulement du vote. Et donc, faites attention si vous prenez la décision de payer le temps de vote en dehors des heures de travail, à bien communiquer que vous le faites et les conditions dans lesquelles vous le faites. Alors, les horaires, évidemment, sont importants parce que certaines personnes, du moins si ça a été, si l'employeur on a fait la demande vis-à-vis de l'organisation syndicale, on peut avoir un vote par correspondance. Alors, le vote par correspondance, deux petites remarques. Mais la première remarque concerne le fait que toutes les lettres qui arrivent et qui reviennent encore durant les heures d'ouverture des bureaux de vote sont des votes valables. Hein. Si par contre la lettre arrive après l'heure d'ouverture du bureau, ce ne sera plus un vote valable. Ça, c'est une première importance. Deuxième importance, si la masse de votes par correspondance est importante, ça veut dire aussi, parce qu'il existe une petite procédure particulière pour traiter, à l'issue du vote physique, pour traiter cette masse de votes par correspondance, ça prend quand même un certain temps. Donc, quand vous prévoyez votre horaire ou vos horaires, hein, puisqu'il peut vraiment y en avoir plusieurs, tenez bien compte du fait que s'il y a des votes par correspondance numériquement importants, ça va prendre du temps aussi à traiter. Prévoyez évidemment ce fait-là, certainement dès le jour X, hein, puisque les mentions du jour X, il n'existe pas de procédure pour modifier les mentions du jour X, donc soyez déjà quasiment sûr qu'effectivement vous aurez un vote par correspondance quand vous déterminez les horaires des bureaux de vote. Alors, bureau mobile, ça permet effectivement on appelle ça bureau itinérant aussi, ça permet effectivement de réduire le nombre de bureaux de vote, hein, bureaux de vote fixe, j'entends. Faites attention évidemment si vous prévoyez un horaire que s'il y a un déplacement important entre les deux endroits où on peut voter, bien, il peut y avoir, enfin je ne dois pas faire de dessin sur la mobilité dans notre pays, mais il peut évidemment y avoir des retards. Et donc si vous réduisez le temps durant lequel les personnes peuvent voter, ça pourrait être l'objet d'un recours et éventuellement d'une annulation partielle ou totale des votes qui ont été organisés. Alors,
si jamais vous avez prévu plusieurs jours de vote, plusieurs dates Y, c'est tout à fait possible évidemment, il est clair que vous avez prévoyé toutes les mesures en termes de sécurité et de confidentialité pour les urnes qui ont déjà été utilisées lors du premier jour. Mettez-vous d'accord évidemment avec les organisations syndicales, le comité ou le conseil par rapport aux mesures en la matière. Tenez compte, quand vous prévoyez les horaires, évidemment, des process de production, du fait qu'il y a des gens qui sont en travail en équipe, puisque eux doivent pouvoir avoir l'occasion de voter durant leurs heures de travail. Ça, c'est vraiment le principe de base. Alors, question qu'on a relativement fréquemment, combien d'électeurs par heure? Alors, évidemment, il y a plusieurs facteurs, ne fût-ce que des facteurs matériels qui peuvent intervenir. Déjà, le nombre d'isoloirs. Si, évidemment, pour une entreprise de 500 travailleurs, on a un isoloir, c'est clair que la vitesse de vote va être considérablement ralentie. Ça dépend aussi du comportement et de la discipline des électeurs. Si, je dirais, s'ils papotent, et c'est très sympathique en soi, mais s'ils papotent beaucoup et qu'ils ne suivent pas, je dirais, le flux des électeurs, effectivement, ça peut ralentir aussi. Ça dépend aussi de la compétence, mais je dirais de la diligence, ou en tout cas de la rapidité de ceux qui exécutent les tâches nécessaires au vote, c'est-à-dire la distribution des bulletins. Ça veut dire le fait de pointer ou pas, là, ça veut dire aussi le fait de vérifier l'identité des personnes qui se présentent. Alors, on compte aux environs de 120 à 180 électeurs par heure. C'est quelque chose de raisonnable. Maintenant, évidemment, ça dépendra aussi du secteur dans lequel vous vous trouvez et de l'implication des travailleurs dans votre entreprise. C'est clair qu'une entreprise, je dirais, dans la région de Bruxelles ne sera pas peut-être aussi concernée qu'une entreprise établie dans la région de Charleroi, de Liège, la culture d'entreprise n'étant pas nécessairement la même. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui à propos de la composition des bureaux de vote. Et nous nous reverrons le 18 février pour le prochain webinaire. Voilà, mais à tout bientôt. Au revoir.